Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence organisée par l'association Sauvons le Climat. Sauvons le Climat a été créé en 2005 par un groupe d'ingénieurs avec deux convictions. D'abord, le changement climatique est une réalité. Il va provoquer des changements irréversibles pour la vie sur la planète. Il est urgent de s'en préoccuper. En 2005, peu de monde disait ça. Ensuite, le changement climatique s'explique par des phénomènes physiques et chimiques. Il est dû à l'émission de gaz à effet de serre liée à l'activité humaine. Quand on veut faire le malin, on dit que l'origine est anthropique. La science, qui permet d'expliquer le phénomène, doit aussi, c'est la conviction de Sauvons le Climat, permettre de proposer des solutions pour l'atténuer et pour y faire face. Depuis 2005, la multiplication des phénomènes météo extrêmes a marqué les esprits. Canicules, sécheresses, tempêtes, cyclones se multiplient. La prise de conscience est réelle et de plus en plus partagée, même si quelques-uns continuent à nier l'évidence. Chaque rapport du GIEC confirme et quantifie ces impressions et conclut que les actions qui sont menées restent largement insuffisantes. Sauvons le Climat conserve toute sa raison d'être, qui est de synthétiser les savoirs et de proposer des solutions à tous les niveaux en les fondant sur des réalités techniques et scientifiques. Vous pourrez trouver, je pense au fond de la salle, tous les livrets que nous avons publiés pour éclairer cette question. Chaque année, Sauvons le Climat organise une université d'été qui réunit les meilleurs spécialistes autour d'une des dimensions du changement climatique. En 2018, nous avons traité du transport, qui est le premier secteur émetteur en France. En 2019, nous avons traité du bâtiment, qui est le deuxième secteur émetteur en France. En 2020, il était logique de traiter le troisième secteur émetteur en France, qui est l'agriculture. Mais le monde étant ce qu'il est, l'université d'été 2020 se déroule en 2021 et l'université d'été a lieu au mois de novembre. Les questions qui sont devant nous sur l'agriculture sont: quelles sont la réalité des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture? Quel est l'impact du changement climatique sur l'agriculture? Quelles sont les solutions pour mitiguer ces problèmes, ces phénomènes? Le tout en intégrant le contexte global de l'agriculture en France. Depuis hier, nous sommes donc immergés, si je peux dire, dans le protoxyde d'azote, dans le méthane et dans une moindre mesure dans le CO2, dont nous avons plus l'habitude. À chaque université d'été, nous intégrons une conférence publique. C'est l'occasion d'entendre un avis éclairé par un expert connaisseur de notre sujet. C'est donc pour moi un double plaisir d'ouvrir cette conférence aujourd'hui. D'abord, parce que nous sommes à Chinon, ville chère à mon cœur. Chinon est au cœur d'un territoire qui est une terre d'histoire, qui est une terre de nature, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est une terre d'agriculture, et en particulier de cette agriculture qui remplit les flacons sur lesquels figure le nom de Chinon, et qui, quand on les vide, crée entre les femmes et les hommes la convivialité et l'esprit cher à notre maître à tous, le Chinonnais François Rabelais. Le plaisir est immense aussi parce que nous accueillons dans notre mairie, avec le maire de Chinon, cher Jean-Luc Dupont, le maire du Mans, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui est un très fin et très attentif connaisseur de l'agriculture française dans toutes ses dimensions. Merci, M. Stéphane Le Foll. Je tiens à préciser que M. Le Foll avait une obligation impérative dans la ville du Mans ce matin et qu'il a une obligation tout aussi impérative, toujours dans la ville du Mans, ce soir. Il a tenu à faire la route pour tenir la promesse qu'il nous avait faite et c'est pour cela aussi que nous vous remercions infiniment, Monsieur le Ministre. Merci aussi à mon ami Stéphane Gérard qui est dans la salle et grâce à qui vous êtes là aujourd'hui. Nous sommes impatients de vous entendre. Et je ne traîne pas, et je vous donne tout de suite la parole. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci pour cet accueil. Merci, monsieur le maire, de nous accueillir ici dans cette mairie, effectivement, dans un lieu qui est chargé d'histoire. On en partage une partie d'ailleurs, puisque vous savez,
Le Mans a été la cité aussi d'origine de la dynastie des Plantagenets, puisque Henri II est né au Mans, de son père Godefroy, qui était à l'époque comte d'Anjou, du Maine. Et c'est la première fois d'ailleurs à cette époque-là que les deux étaient liés, et ce qui a donné cette dynastie des Plantagenets. Et à l'Union d'Aquitaine, et tout ça, on le partage. Et Richard Cœur de Lion, bien sûr, enterré à Fontevraud, dont la femme, personne ne le sait, reine, Bérengère de Navarre, a été reine douairière du Mans. Après le fait que Richard Cœur de Lion ait été tué à Chalus, pas loin de Limousin, eh bien Philippe Auguste, malin, a essayé de récupérer la reine, après avoir reconquis d'ailleurs la Normandie, et a donné en douaire le Mans à la reine Bérengère, qui a donc construit cette magnifique aussi abbaye de l'Épau en 1222. Bon bref, je ne vais pas faire toute l'histoire du Mans, parce que l'histoire de Chinon est aussi très longue. Elle est longue aussi, effectivement, monsieur l'adjoint, par le breuvage que vous avez évoqué, et qui fait plaisir dans ces vins de Loire, bien sûr, le Bourgueil, le Chinon. Nous sommes beaucoup plus modestes dans la Sarthe, parce que nous avons un petit vin blanc qui s'appelle le Janière, mais qui permet aussi des soirées sympathiques, et qui, après avoir vidé le contenu du contenant, laisse chacun à ses propres réflexions, ses propres envies. Donc je suis très heureux de venir aujourd'hui. Vous voyez, ce matin, il y avait un grand colloque sur les mobilités. Ouest-France organise tous les ans maintenant des colloques sur la mobilité, et en particulier sur la question de l'hydrogène, et j'y reviendrai avec l'agriculture. Et puis ce soir, il s'est trouvé qu'entre le moment où j'avais donné mon accord pour 17h et puis maintenant, il y a François Hollande qui va signer son livre Affronter au Mans. À 17h, 17h à 19h. J'ai demandé à ce qu'on change un peu et que je puisse intervenir plus tôt. Je m'en suis désolé. Mais voilà, donc c'est une journée bien chargée. Si j'ai bien compris, vous avez plusieurs sites de débat ici, à Chinon, avec l'industrie, je ne sais plus ce que vous avez dit, monsieur l'adjoint, autre chose, et cette année c'est l'agriculture, c'est ça? D'accord. Et vous avez découvert donc, le protoxyde d'azote, le méthane, les questions du rapport entre l'azote et le carbone dans les sols. J'imagine que nous on a pris ces notes et que chacun pourra, quand je vais m'en aller, me rappeler les formules moléculaires de chacun de ces gaz. Pour éviter de rentrer dans trop de chimie et trop de technique, il faut qu'on se réfléchisse 2 secondes. On est face au réchauffement climatique, qui est en fait l'émission de carbone qui a été stockée pendant plusieurs millions d'années, dans une période qui portait bien son nom d'ailleurs, puisqu'elle s'appelait Carbonifère. Et on déstocke plusieurs millions d'années de stockage en quelques dizaines d'années. Il y a là un petit sujet de rapport entre ce qu'on appelle le cycle du carbone, qui est absolument nécessaire à la vie. Il n'y a pas de vie sans carbone. Ça, c'est très important de le comprendre. Et les premiers organismes vivants, qui étaient des végétaux dans l'eau, les stolictes, ont produit de l'oxygène, mais consommé du carbone. Et ce cycle du carbone, il est absolument nécessaire au fonctionnement des végétaux, et à partir du moment où vous avez des végétaux, vous avez ensuite des aliments. Donc ce déstockage de ce carbone stocké pendant des millions d'années conduit à ce que la part des gaz qui sont dans l'atmosphère et qui ont un effet de serre, c'est-à-dire qui laissent passer les infrarouges mais qui les laissent pas repartir, parce que c'est ça le sujet, conduit avec le niveau de particules par million aujourd'hui dans l'atmosphère à réchauffer l'atmosphère. Là aussi, il y a besoin d'effet de serre. S'il n'y avait pas d'effet de serre, on aurait des températures sur la Terre qui seraient difficilement vivables, bien en dessous de 0 degré Celsius. Mais s'il y a trop de gaz à effet de serre, il y a à ce moment un réchauffement qui conduit au problème qu'on connaît aujourd'hui. La mobilisation de l'humanité, elle est absolument nécessaire, elle est à mener à l'échelle globale de la planète. Chacun dans son territoire ne trouvera pas les solutions pour l'avenir de la planète si ce n'est pas à l'échelle de la planète qu'on la traite. D'où les fameuses COP. Et moi j'ai participé à une d'entre elles, la COP 21 à Paris.
Et puis vous êtes aujourd'hui, on est avec Glasgow, la COP26. Bon. Était évoqué ce matin, j'écoutais ça à la radio, le fait que ni la Chine, ni le Brésil, ni la Russie étaient présentes. Et c'est vrai que la Chine, elle est toute seule, c'est 28% de la totalité des émissions de carbone, quand la France, aujourd'hui, est autour de 1%. Et que l'Allemagne, si je fais une comparaison, est à 8%. Donc l'effort qu'on peut faire, il est absolument indispensable et nécessaire, mais l'impact sur le réchauffement climatique est extrêmement limité. C'est ça aussi qu'il faut avoir bien tenir compte. C'est pour ça que des fois il y a des discours qui sont tenus par rapport à notre pays sur il faut faire plus, bien sûr il faut faire plus. Mais le plus c'est à l'échelle du monde, sinon ça ne marchera pas. Et ça, c'est un sujet qu'il faut bien avoir en tête. Dans ce débat, les transports, c'était ça le premier sujet, une trentaine de pourcents des émissions, l'industrie, pareil, et l'agriculture, 20%. D'accord ? Donc l'agriculture, elle n'est pas, bien sûr, dans les émissions de carbone, mais à la COP21, à l'époque où s'engage ce débat qui débouchera sur un accord, la première fois qu'il y a un accord d'ailleurs à l'échelle mondiale aussi significatif, l'agriculture était plutôt en position d'être accusée. Accusée parce que, en particulier, les émissions de méthane liées à la fermentation entérique des animaux conduisaient beaucoup à avoir qu'une option pour traiter la question agricole, c'était la diminution de la consommation de viande, la diminution de l'élevage. Sujet qui reste toujours d'actualité, si vous l'écoutez d'ailleurs, très bien. Premier principe, pour un agronome et pour un ancien ministre de l'Agriculture, il n'y a pas d'agriculture sans polyculture, élevage. Dire qu'on pourrait se passer de l'élevage, ça serait pour la texture des sols, leur fertilité, prendre un risque énorme. On a besoin de cet apport des déjections animales pour pouvoir fertiliser les sols. D'ailleurs, tous les systèmes vivants, et je l'ai évoqué tout à l'heure, commencent par des végétaux, ensuite il y a des animaux, et les premiers animaux sont des herbivores. Transforment une partie de l'énergie qui est dans les végétaux pour leur propre utilité, et leur déjection permet d'ailleurs souvent de réensemencer, de développer les productions végétales ensuite. Et l'Europe a connu un développement démographique important après la Grande Peste, parce qu'elle a été capable de faire le choix de la polyculture élevage. On a souvent évoqué la jachère, bien sûr, mais le vrai changement, avec Olivier de Serres, dans ces époques du 15e, 16e, 17e siècle, c'est l'idée de mixer les fumures liées aux animaux avec la production végétale. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire que sur des petites surfaces, on était extrêmement productifs. Et c'est ce qui va faire que l'Europe, continent pas grand en surface, va devenir un continent extrêmement dynamique en termes démographiques. Il faut bien le mesurer. La polyculture élevage, c'est ce qui fait aussi qu'en Afrique, on a un problème, puisque l'élevage a précédé l'agriculture, et que les grands peuples de seigneurs sont des peuples d'éleveurs et pas des peuples d'agriculteurs. Et que tous les enjeux qu'on a, quand j'étais ministre, et qu'on a cherché à développer, c'était justement de développer des systèmes de polyculture élevage. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à maximiser ou optimiser une surface pour être à la fois productif en termes de produits animaux et productif en termes de production végétale. Si vous rompez le système, vous le déséquilibrez. On peut toujours dire, et j'y reviendrai, qu'il y a des méthodes qui permettent de fertiliser des sols, mais sans l'élevage, ça serait un risque majeur. Alors ça, dans le débat qu'il y a sur le véganisme, sur la fin de la consommation de viande, il faut bien prendre en mesure que de ne plus avoir d'élevage poserait d'énormes problèmes en termes agronomiques proprement dit. Donc, la COP21, à la veille de cette COP, c'est l'agriculture est un problème. D'abord, l'utilisation de la chimie, avec ce qu'on a appelé la révolution verte des années 70-80. Qu'est-ce que c'était que les principes de la révolution verte? C'était de transférer dans les pays en voie de développement les principes qui avaient été appliqués après la guerre, c'est-à-dire utilisation d'engrais, utilisation de phytosanitaires, de chimie, génétique, plus machinisme agricole. C'était ça la révolution verte.
Mais appliqué à l'ensemble de la planète, ça a conduit à une intensification de la production, sans aucun doute. Et donc à plus de production agricole et donc alimentaire, mais avec des conséquences en termes environnementaux qu'on mesure aujourd'hui, à la fois sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'utilisation de la chimie et la perte de biodiversité, et aussi, il faut le savoir, sur un épuisement des sols qui se sont dégradés depuis 50 ans de manière assez significative. D'ailleurs, pour en avoir en tête quelque chose de précis, c'est qu'après les grandes évolutions génétiques, l'utilisation des engrais azotés, les phytosanitaires, plus le machinisme agricole, aujourd'hui, pour ce qui est des rendements en céréales, on est stable depuis une vingtaine d'années. Quand on était jeune dans les campagnes, et moi j'étais en canton de l'Oué, vous aviez ce qu'on a appelé à un moment les clubs des 100 quintaux. Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont connu, il y avait des clubs de 100 quintaux. C'est-à-dire comment je faisais pour aller atteindre des rendements de 100 quintaux à l'hectare. On partait quelquefois de 40, 30, 25. On y mettait de la génétique, on y mettait des engrais, on y mettait des phytos, on y mettait du machinisme, et puis on montait. Et puis depuis 20 ans, on ne monte plus. Ces clubs-là, ils ont été rangés dans les armoires de l'histoire. Et donc il y a bien un problème global qu'il faut se poser. Donc dans ce débat, ce que j'ai cherché à faire, c'était à dire, mais attendez, l'agriculture, c'est pas simplement un problème, et ça peut devenir une solution. Et quelle a été la clé d'entrée de cette solution? C'est que les sols agricoles, c'est une surface très importante de la planète, sur la planète, c'est des sols arables pour la plupart, et ces sols agricoles sont des lieux de stockage de carbone. Si les études qui avaient été faites il y a 20-30 ans par l'INRA donnaient autour de 850 milliards de tonnes de carbone de stocké dans les sols agricoles, un petit calcul de projection, une règle de 3, avait permis aux chercheurs de l'INRA de considérer que pour arriver à absorber la totalité des gaz de CO2 émis par l'ensemble de l'humanité, il fallait rajouter combien de grammes de carbone sur le carbone qui était stocké pour pouvoir absorber la totalité de ces gaz et de CO2 en particulier. Eh bien, pour 1000 grammes sur le sol, c'est-à-dire 850 milliards de tonnes, si je prends 1000 grammes, il suffisait de rajouter 4 grammes sur 1000 déjà stockés pour être en capacité, sous la totalité des terres arables de la planète, d'absorber la totalité des émissions de carbone émises par les activités anthropiques. D'où le fait que j'ai lancé pour la COP21 l'initiative 4 pour 1000. En gros, 4 grammes pour 1000 grammes. Pour faire comprendre que les sols agricoles étaient en capacité à eux seuls, à condition qu'on s'y donne et qu'on y réfléchisse un petit peu, à eux seuls d'absorber en une année la totalité de ce qu'on pouvait émettre en carbone. Cette initiative 4 pour 1000 continue de vivre, et vit plutôt assez bien, puisque le nombre de pays qui m'ont rejoint, le nombre d'ONG qui y sont maintenant, cesse de grandir, et même, l'an dernier, la FNSEA est devenue membre du 4 pour 1000, ce qui n'était pas toujours facile de faire comprendre au début quand j'ai lancé tout ça, mais qui aujourd'hui a fini par être accepté. Pourquoi le carbone est dans les sols? Parce qu'en fait, la matière organique des sols, c'est du carbone. Les végétaux, c'est du carbone. Les arbres, c'est du carbone. Le plancher en bois ici, c'est du carbone qui est stocké. Puisque tout arbre qui se développe par son fonctionnement absorbe et capte le carbone de l'atmosphère, de l'azote aussi, et ensuite le transforme en lignite et en cellulose, et c'est ce qui donne la croissance des arbres, c'est ce qui donne la croissance de tous les végétaux d'ailleurs, cette fixation de carbone. Et un sol, c'est construit par une dégradation lente des roches mères qui forment les sols, ici on est dans le calcaire, souvent dégradées de manière chimique, et une dégradation des plantes qui finissent par mourir et créer de l'humus. Et le mélange entre le minéral et le végétal donne le sol agricole. Si les plantes qui se dégradent créent les sols agricoles,
plus on met de végétaux dans les plantes, dans les sols, plus on stocke de carbone. Et donc le principe du stockage de carbone dans les sols, qui vient d'être évoqué d'ailleurs au niveau de la COP 26, puisqu'il y a eu de débloquer 16 milliards d'euros pour la forêt et les sols, c'est le principe qui consiste à considérer que ce que les plantes captent comme carbone, si on en remet dans le sol, eh bien on le stocke, à condition de ne pas le remettre dans l'atmosphère, et d'éviter donc de labourer. Donc tout ce principe et tout ce cycle, même s'il nécessite ensuite, et j'ai vu que vous aviez eu avec Christian Dick sûrement des discussions intéressantes sur l'équilibre azote-carbone dans les sols, et tout ce cycle du carbone peut être très utile pour fixer une partie de ce qu'il y a dans l'atmosphère et atténuer le niveau de CO2 que nous avons dans l'atmosphère, puisque c'est quand même ça l'enjeu. Quand on parle de neutralité carbone en 2050, qu'est-ce qu'on essaye d'expliquer? C'est qu'il faut que ce que l'on va rejeter en dioxyde de carbone dans l'atmosphère soit l'équivalent de ce qu'on est capable de stocker dans les océans, par les forêts et par les sols. C'est ça l'enjeu. Et ça, c'est ce qui fixe aujourd'hui toutes les stratégies de ce qu'on appelle la neutralité carbone. Donc l'agriculture, après avoir été considérée jusque-là comme étant uniquement émettrice et polluante, est devenue une partie de la solution. Je suis très content et très heureux chaque fois que j'entends parler des sols agricoles aujourd'hui, parce que c'est parti il n'y a pas si longtemps en fait. Même si les agronomes le savaient depuis longtemps, publiquement, politiquement, c'est lié à la COP21 et au fait que j'avais essayé de lancer cette initiative. À partir de là, qu'est-ce que ça a comme impact? Plein d'impacts. Et plein de conséquences. La première, c'est que, je vous l'ai dit, moins on travaille le sol, moins on utilise de machines, moins on utilise de machines, a priori, moins on peut utiliser de produits phytosanitaires. Et plus on utilise la biodiversité, plus on est capable d'avoir un phénomène vertueux dans les systèmes d'agronomie, d'agroécologie, comme je les ai appelés, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on utilise au maximum ce que nous donne la nature, plutôt que d'être toujours obligé d'investir dans ce qu'elle ne nous donne pas. Vous connaissez tous l'histoire des pucerons et de la coccinelle, ou des différentes variantes qu'il peut y avoir dans les systèmes de biocontrôle. La nature peut nous amener à être extrêmement productifs, à la condition de savoir l'utiliser. Et ça m'a amené à réfléchir à l'idée des fonctions de production en agriculture. On dit souvent qu'il y a du capital, et il y a de plus en plus de capital. Et c'est ce qui fait que l'agriculture est très peu rentable. Il y a du travail. Et quand vous mettez beaucoup de capital et que vous voulez rémunérer le travail en même temps, rémunérer le capital et le travail, c'est extrêmement difficile. Et on oublie toujours le troisième facteur qui est la nature. Et pour l'agriculture, la nature, c'est un facteur très important. D'abord parce que vous êtes dépendant du climat, sécheresse ou inondation, gel ou pas gel, et ça a des impacts extrêmement forts, puisque un gel peut, j'imagine que le gel a dû avoir quelques impacts, il y en a eu, il n'y a pas si longtemps, 2-3 ans, sur les vignes en particulier, ou la grêle. Donc le facteur naturel est un facteur inhérent à l'activité agricole. Mais plus on sait l'utiliser, et plus on peut être efficace. Et c'est ça qui, aussi, dans le débat aujourd'hui, doit faire en sorte qu'on ne soit pas uniquement focalisé sur le débat agriculture conventionnelle, agriculture bio, avec l'idée que pour être cohérent en termes environnementaux, il faudrait, par définition, commencer par baisser la totalité des rendements agricoles. On peut avoir des rendements élevés en étant en agroécologie, et on n'est pas obligé d'avoir des rendements bas pour être environnementalement performant. C'est tout l'enjeu de l'agroécologie. Je prends les vignes, débat que j'ai eu souvent avec les viticulteurs. Longtemps, quand on était un bon viticulteur, il n'y avait pas d'herbe entre les rangs. Parce qu'il fallait que ça soit propre. Puis pour ceux du Sud, ils arrivaient même à faire des calculs qui consistaient à dire que l'herbe allait être concurrente en termes de consommation d'eau à la vigne.
profondeur de l'herbe par rapport à celle de la vigne. Et donc garder des rangs, des interrangs enherbés, ça évite d'utiliser des herbicides, ou ça évite de faire le travail du sol pour désherber. D'où le premier GI2E que j'avais créé, groupement d'intérêt économique et environnemental dans le sud de la France, qui s'appelait les enherbeurs. Et j'ai rencontré beaucoup d'emmerdeurs, mais très peu d'enherbeurs. Même si les enherbeurs se développent. Je suis passé tout à l'heure, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des interrangs qui étaient couverts d'herbe. Couvrir les sols. Plus vous avez des végétaux, plus vous captez de l'énergie solaire. Deuxième facteur aussi majeur, le soleil. On l'a oublié. On l'a gaspillé, l'énergie solaire. Saint-Exupéry, dans Courrier Sud, avait une formule magnifique qui disait « Qu'elle est invisible à nos yeux, cette course des blés vers le soleil. » C'est vrai qu'on ne se rend pas compte que toutes les plantes cherchent le soleil. Nous, on n'a jamais cherché ça. Si, on commence avec les panneaux photovoltaïques de temps en temps, mais très peu. Alors que c'est une énergie qui est là, disponible. Quand on voit toutes les surfaces sur lesquelles le soleil chauffe, c'est dingue. Prenez des parkings d'été. Vous rentrez dans votre voiture, il fait tellement chaud que vous êtes obligé de mettre la clim. Vous pourrez mettre des ombrières, leur nom porte bien, ça fait de l'ombre. Donc il fait moins chaud dans la voiture, et en même temps vous pouvez produire de l'électricité. Et ça, on l'a oublié, mais le panneau photovoltaïque, il est encore moins performant que les végétaux pour fixer l'énergie solaire. La photosynthèse, ça fonctionne très bien. Donc moins vous avez de surface nue, plus elles sont couvertes de végétaux, plus vous captez de l'énergie solaire, plus vous avez du carbone qui est fixé, plus vous pouvez remettre dans le sol. Ça, c'est le principe de l'agroécologie. Je cherche à utiliser ce que la nature me donne avant d'investir pour pouvoir compenser, voire concurrencer ce qu'elle peut m'apporter. Et dans ce débat sur l'agriculture et sur l'agronomie, le labour, en fait, avait été conçu très tôt comme le moyen de désherber. On a laissé croire que c'était un moyen d'aérer les sols. Pas vraiment vrai. Par contre, ça désherbe. Donc tout l'enjeu, c'est de considérer que couvrir des sols, ça doit être utile à l'agriculture, et on doit pouvoir le faire de manière continue, en évitant d'avoir des sols nus trop longtemps. Parce que sur des sols nus, qu'est-ce qui se passe? L'énergie solaire, elle chauffe le sol, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau qui est dans le sol s'évapore, et s'il n'y a pas de pluie derrière, les sécheresses sont encore beaucoup plus fortes. Je pense en particulier sur les labours de printemps, vous connaissez bien. Eh bien, au printemps, quand vous labourez, après, s'il n'y a pas de pluie au moment de l'été, vous avez des maïs qui sont tout secs. Alors que si vous ne labourez pas, vous pouvez garder une partie de l'humidité dans le sol. En gardant l'humidité dans le sol, vous avez souvent des résultats qui sont bien meilleurs que ceux que vous avez en ayant labouré. Et à chaque fois que je me balade en TGV, je regarde, et j'ai été il n'y a pas longtemps dans la Beauce, justement pour l'invitation de Christiane Lambert, de la FDSEA, et qui avait invité aussi la ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, pour montrer ce qui se faisait en termes de stockage de carbone et de couverture des sols. Mais autant cette exploitation était assez performante, autant quand vous traversez la Beauce, même en train pour aller à Paris, vous verrez, il y a encore beaucoup de zones totalement labourées. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ces couvertures? Parce qu'une partie de ces végétaux peut retourner dans le sol. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Plus je mets du carbone, plus je peux le stocker, plus je capte du carbone dans l'atmosphère, plus je lutte contre le réchauffement climatique. Et l'équilibre général pour la neutralité carbone, c'est la capacité qu'on a à émettre toujours du carbone, parce que même le fait de vivre, on émettra du carbone, mais à le compenser pour que ça soit neutre.